Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre une partie des débats autour du projet de loi de finances rectificative. Vendredi, le Sénat est revenu sur la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Les sénateurs ont remplacé le mécanisme prévu pour 2019 par un prélèvement réalisé par le fisc juste après le versement du salaire. Alors l'objectif de cette réforme du prélèvement à la source est bien sûr d'ajuster automatiquement le niveau d'imposition aux variations de revenus. La majorité sénatoriale, la droite sénatoriale, a jugé cette réforme trop lourde pour les entreprises. Elle l'a donc retoquée. La mesure devrait bien sûr être rétablie par l'Assemblée nationale. À l'article 9, je suis saisi de l'amendement 170 présenté par M. Savoldelli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous sommes interrogés si cette disposition constitue une avancée de notre droit fiscal. Voilà quel était le regard. M. Montgolfier me soutient. C'est déjà ça de fait. On le sait tous ici. L'impôt sur le revenu souffre de ne pas avoir une assiette, souffre d'avoir une assiette relativement étroite, encore que ça reste à prouver. Mais il est très largement concentré sur les salaires, vous le savez tous, du secteur privé, des traitements de la fonction publique, des pensions versées par l'État et les retraites de la sécurité sociale. Je sais que beaucoup se plaignent, se morfondent ou des fois se justifient qu'une majorité de contribuables ne contribuent pas, en réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où premier axe par rapport à toutes les comparaisons qu'on nous fait avec les autres pays, c'est que le taux de recouvrement de l'impôt en France sur le revenu est proche de 100%. Donc quand on veut changer quelque chose, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, alors qu'on a un taux de recouvrement de 100%. Cela provient d'une adhésion au système de mensualisation, qui, nous trouvons, présente pour lui ne n'être qu'un protocole entre le contribuable et l'administration. C'est-à-dire que dans notre système, dans le droit fiscal, là, on est dans une relation directe entre le contribuable et l'administration, et sans un tiers qui s'occupe de cette affaire. Ce qui, confidentialité pour confidentialité, nous ne sommes pas aujourd'hui convaincus que ça soit respecté dans le cadre de la rédaction actuelle de l'article 9. Enfin, la prévention de la fraude fiscale, qui pourrait animer la réforme, n'a pour nous peu de justification, puisqu'on sait très bien que l'impôt sur le revenu est loin d'être le plus fraudé. En 2016, sur les 15 292 millions d'euros de droits simples rappelés après contrôle fiscal, 4 028 millions concernaient l'impôt sur les sociétés, 2 433 millions les taxes sur les chiffres d'affaires et 2 203 millions les droits d'enregistrement et de l'impôt de solidarité sur la fortune. On comptait 2 397 millions d'euros de droits rappelés en matière d'impôt sur le revenu, et le tout pour 3 350 euros de redressement moyen en matière d'impôt sur le revenu, pour près de 10 000 euros en impôt sur les sociétés et plus de 8 500 euros en matière de TVA. Dans les faits, même si la France est le seul, nous avons eu cette discussion à la Commission des finances, ou presque à l'échelle européenne, des grands pays modernes, à opter pour un système déclaratif. Ça a un avantage, c'est qu'elle ne subit pas, comme d'autres pays habitués à la retenue à la source, une déperdition des recettes fiscales. Chers collègues. Voilà. Il faut terminer ? Oui. D'accord. Donc vous avez compris que, un, on n'a pas de garantie sur la confidentialité, et deux, qu'on a un taux quand même de paiement qui est de l'ordre de 100%. Merci. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? Rapidement. Bon, alors oui, il y a un point d'accord sur l'analyse de fond avec ce que vient de dire notre collègue Savoldelli. Je pense que l'article 9 n'améliore pas vraiment la situation, puisque le prélèvement à la source sera plus compliqué pour le contribuable qui, je le dis, fera l'avance de trésorerie pour l'État, les crédits d'impôt n'étant pas intégrés, c'est-à-dire concrètement une famille qui a des crédits d'impôt, par exemple, pour l'emploi à domicile, sera prélevée chaque mois et fera sa déclaration l'année suivante et bénéficiera en quelque sorte de rétrocession des crédits d'impôt. Donc ce n'est pas une amélioration par rapport au système actuel, et je considère que l'article 9 est plutôt une complexification par rapport au droit existant. Donc, en revanche, je ne peux pas souscrire complètement à l'amendement du groupe CRC, parce que la Commission des finances ne souhaite pas en rester là, c'est-à-dire concrètement considérer que le système actuel déclaratif est parfait. Je pense qu'il fonctionne dans le fait que c'est l'administration fiscale
qui prélève et à la relation avec le contribuable. C'est un point d'accord entre nous. En revanche, je considère qu'on peut améliorer le système et d'un impôt sur une base historique passer à un impôt sur une base contemporaine. Et c'est précisément ce que va vous proposer la Commission des finances avec l'amendement suivant, qui est l'amendement 81. On garde la relation directe entre le contribuable et l'administration fiscale sans embêter les entreprises, sans rajouter des charges nouvelles sur les entreprises qui ont autre chose à faire que d'aller contrôler des taux d'imposition par défaut mensualisés, etc., etc. C'est pas le rôle. Et en revanche, donc l'impôt continuera à être prélevé par les entreprises, mais sur une base contemporaine et non sur une base historique. Et c'est l'objet de l'amendement suivant de la Commission des finances. Donc c'est une demande d'un avis défavorable avec, encore une fois, un partage partiel de l'analyse sur le fond, mais pas le même constat. Et nous en tirons un constat que l'impôt doit être modernisé, qu'on peut le moderniser, mais avec une solution qui est sans doute plus favorable aux contribuables et aux entreprises que celle que propose le gouvernement. Donc, avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, pour l'avis du gouvernement. Merci, monsieur le président. Afin de tenir compte des interrogations et des inquiétudes exprimées par le sénateur Salvodelli, le gouvernement a demandé à l'inspection générale des finances de mener un audit sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source, son impact sur les contribuables et sur les entreprises. Cet audit, comme le rapport sur les solutions alternatives, confirme que le prélèvement à la source s'avère à nos yeux bien plus favorable pour les contribuables que l'actuelle mensualisation ou que les solutions alternatives. En ce qui concerne les entreprises, il confirme que la charge reste limitée, en particulier grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative. Le présent article, pour le gouvernement, améliore les conditions de mise en œuvre de cette réforme en 2019 et il répond aux recommandations formulées par l'IGF et vise à alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs, sécuriser le déploiement de la réforme et conforter l'intérêt des contribuables pour cette réforme. En supprimant cet article, vous pénaliseriez les collecteurs qui se préparent activement à la mise en place de cette réforme dans les meilleures conditions et vous supprimeriez les pistes de simplification à leur profit ou au profit des contribuables. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Des explications de vote, monsieur Savoldelli. Non, j'entends bien, vous avez raison, monsieur le ministre, mais là, il faut peut-être faire un constat, c'est qu'il faut me convaincre que la majorité des contentieux importants d'imposition, c'est ce qui nous occupe, nous les parlementaires, ne relève pas de l'impôt sur le revenu. Hein. Et là, c'est pas idéologique. La majorité, l'exclusivité des contentieux importants d'imposition, donc qui sont très importants pour les recettes de l'État, elle relève de la taxation des revenus du capital et du patrimoine, des activités non salariées et de revenus d'origine étrangère. Et ça, c'est le diagnostic fait par notre administration fiscale. Voilà. Pourquoi je pense qu'on passe beaucoup de temps sur ce sujet, même si on fait diligence sur l'examen en ce moment dans des conditions, quand même, je rappelle, et je voudrais soutenir les propos du président de la Commission des finances hier. Je trouve que franchement, on travaille dans des conditions inacceptables. Alors vous pouvez mettre ça sur le fait qu'il y a des nouveaux sénateurs qui n'ont peut-être pas toute l'expérience, et j'en conviens, mais on travaille dans des conditions, vous voyez, commission des finances ce matin, les amendements balayés en une demi-heure, me raconte mon collègue Éric Boquet. Puis là on voit bien que, bon, évidemment, on est pressé, tout ça, mais je pense que les conditions ne sont pas très sérieuses. On peut plaisanter entre nous, on peut se rétorquer des arguments, mais je trouve que là, c'est pas terrible pour le parlementarisme et notre représentation démocratique. Thierry Carcenac. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion, lors de la discussion générale, d'évoquer le prélèvement à la source au nom du groupe socialiste et républicain. Donc nous voterons contre cet amendement dès lors que la confidentialité, pour moi, m'apparaît assurée, puisque c'est l'administration fiscale qui enverra de façon dématérialisée aux entreprises le taux de prélèvement et la personne pourrait éventuellement modifier son taux par un taux neutre ou un taux familialisé, je pense donc individualisé. Donc je pense que là-dessus, la confidentialité est assurée. Et puis ce prélèvement à la source avait déjà été voté lors de la loi de finances pour 2017. Et donc le groupe socialiste ne change pas de position. Je vous remercie. Alors, pas d'autres demandes d'explication de vote, je n'en vois pas, donc je vais mettre aux voix l'amendement 170 avec deux avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous avons ensuite l'amendement 81 de la Commission, monsieur le rapporteur général.
Je me suis déjà à nombreuses reprises expliqué sur l'article 9 et sur le prélèvement à la source. Et les éléments nouveaux par rapport à l'année dernière, ce sont les différents rapports qui nous ont été remis. Il y a le rapport de l'Inspection générale des finances, notamment, et le rapport qui examine les options alternatives au prélèvement à la source. Il y a eu également l'expérimentation dont je remarque qu'elle porte sur un échantillon quand même assez réduit, parce que, Monsieur le Ministre, c'est moins de 600 collecteurs, c'est un petit échantillon. Et alors, que nous montre l'audit de l'Inspection générale des finances? Il pointe un certain nombre de difficultés. Je les ai citées l'autre jour, je les recite. Il y a notamment la difficulté des particuliers employeurs, et il y aura des amendements d'ailleurs qui vont être défendus par les collègues ou qui ne seront peut-être pas malheureusement défendus parce qu'ils risquent de tomber si l'amendement de la Commission a été adopté. Mais ces préoccupations sont bien prises en compte à travers la solution que nous proposons sur l'article 9, puisque nous proposons une alternative au prélèvement à la source. Donc la question des crédits d'impôt, des réductions d'impôt n'est pas prise en compte, alors que c'est une difficulté qui avait été pointée par l'IGF. La question des particuliers employeurs n'est pas prise en compte, leurs salariés. Le traitement des indemnités journalières de maladie n'est pas pris en compte. Il y a également, l'IGF soulignait également que le degré de préparation des collecteurs était très inégal. Notamment, il y a des TPE, il y a des PME pour qui la mise en place du prélèvement à la source va être complexe. Donc, il y a un certain nombre de difficultés qui avaient été pointées par le rapport de l'Inspection générale des finances et qui n'ont pas trouvé de solution dans l'article 9 tel que nous le propose le gouvernement au titre de ce PLFR. Alors, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été intégrés. Il y a un certain nombre d'améliorations qui sont notamment sur la base de la recommandation de l'audit. Il y a également, il faut le saluer, un assouplissement des sanctions qui étaient prévues par les entreprises, qui était quand même un petit peu raide. Il y avait, je crois, 50 prisons quand même pour révéler le taux, etc. Donc tout ça a été légèrement assoupli par l'Assemblée nationale, mais je considère que ces modifications sont un petit peu marginales et ne règlent rien au problème de fond de la réforme. Et la Commission des finances a proposé, a travaillé, n'a pas dit que le régime actuel du prélèvement historique était parfait, mais a considéré qu'on pouvait l'améliorer en passant à une mensualisation contemporaine. Je vais un petit peu dépasser mon temps, Monsieur le Président, mais ça permettra de donner l'explication sur les différents amendements. Donc je reste convaincu, avec la Commission des finances, que le principe d'une mensualité contemporaine, c'est-à-dire la généralisation de la mensualisation sur une base non pas historique mais sur une base contemporaine, reste un meilleur système. Et en tous les cas, j'ai entendu ce qui a été dit par le groupe CRC, ce prélèvement serait effectué par l'administration fiscale et non par les entreprises. Et donc ça permettrait, encore une fois, de ne pas rajouter une charge supplémentaire sur les entreprises. Alors évidemment, le gouvernement va nous dire que cette option a été étudiée dans le cadre des alternatives au prélèvement à la source et qu'il y a une question d'absence d'effet d'assiette, mais je considère et je persiste que ce système, encore une fois, reste plus avantageux pour les contribuables, plus avantageux pour les entreprises, et notamment en cas de baisse de revenus. Et je vous rappelle que l'analyse qui avait été faite reste la même. Le système du gouvernement n'est pas exempt de démarches. Ce n'est pas parce qu'on a un prélèvement à la source que les contribuables ne doivent pas faire de déclaration l'année suivante et ne doivent pas effectuer de démarches, par exemple, s'ils veulent opter pour des taux individualisés ou s'ils doivent encore déclarer des changements de situation familiale. Donc voilà, il y a une alternative au prélèvement à la source. Nous la proposons et c'est la raison pour laquelle je propose que nous adoptions cet amendement qui réécrit l'article 9. Alors, mes chers collègues, vous avez dû recevoir l'amendement, qui est plutôt un sous-amendement, le 255. Monsieur le Président, Eblé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous avons transformé un amendement qui apparaissait dans notre dérouleur sous la numérotation 183 rectifié, compte tenu de l'amendement que vient de présenter Monsieur le rapporteur général. Nous l'avons transformé en sous-amendement qui ne tombe pas. Ce sous-amendement a pour objet de traiter le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques dans le cadre de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Cette réforme conduit à faire de l'année 2018 une année blanche qui ne doit pas avoir pour effet de désinciter les ménages à réaliser des travaux sur l'année 2018. Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait pour le passage à l'année blanche d'aligner le traitement des MH sur celui applicable aux immeubles locatifs de droit commun. Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l'année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50% des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019.
Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les inciterait à ne faire aucune dépense. De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduira en conséquence de 50% la prise en compte des dépenses de 2019. Les ménages ne réaliseront donc également aucun travaux en 2019. Le résultat serait donc pour les monuments historiques 2 années sans travaux, 2018 et 2019. Les conséquences seraient catastrophiques pour la conservation de nos monuments et pour l'ensemble des entreprises spécialisées de ce secteur du BTP. Pour remédier à cette situation, la Commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l'objectif commun au Parlement et au gouvernement, réduire autant que possible l'impact de l'instauration du prélèvement à la source afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l'année de transition. En séance publique de l'Assemblée nationale, le ministre Darmanin a fait état de 2 difficultés que crée cet amendement. Le fait que, d'une part, contrairement à son objectif, sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l'ensemble des déficits fonciers de droit commun et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques, et d'autre part, qu'il rende possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, générant ainsi une double déduction injustifiée. Sur ces motifs, l'amendement a été rejeté chez nos collègues de l'Assemblée nationale. Pour éviter 2 années sans travaux, satisfaire à l'objectif de neutralité du passage au prélèvement à la source, je propose donc un sous-amendement reprenant celui adopté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, mais purgé des 2 défauts soulevés par le ministre. Il est clairement limité aux monuments historiques et assimilé et insusceptible de bénéficier aux autres immeubles. L'option ouverte permettant de répartir pour moitié les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020 ne permet aucun cumul. Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près pour les ménages de reporter pour la première moitié d'1 an et pour la seconde de 2 ans l'imputation des dépenses réalisées en 2018. Ainsi serait assurée la neutralité du passage au prélèvement à la source pour ne pas désinciter les ménages à réaliser les travaux en 2018 et en 2019. Notre patrimoine historique ne sera donc pas privé ainsi de tous travaux d'entretien et de restauration pendant 2 ans, ni les entreprises concernées de toute activité pendant ces 2 années. Merci. Alors, je vais maintenant demander à Monsieur le rapporteur général ce qu'il pense de ce sous-amendement de... Ce sous-amendement du président de la Commission des finances a pour but d'éviter 2 années blanches qui seraient absolument catastrophiques pour les entreprises, avec notamment spécialisées dans les monuments historiques. Donc, il y a une solution qui a été apportée partiellement par l'Assemblée nationale et qui est améliorée par l'amendement. Donc, avis de sagesse, comme la Commission n'a pas eu le temps de l'examiner. Donc, sagesse favorable. Monsieur le ministre, sur cet amendement et ce sous-amendement. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer, si vous me le permettez, par l'amendement de la Commission des finances. Et personne ne sera surpris que le gouvernement est défavorable à cet amendement, puisqu'il remet en cause le prélèvement à la source tel que le gouvernement souhaite le mettre en place et tel qu'amélioré par rapport au dispositif qui avait été adopté lors de la dernière loi de finances qu'évoquait le sénateur Carcenac. Le débat a eu lieu l'année passée, il a eu lieu à plusieurs reprises. Et si vous me le permettez, je ne reviendrai pas sur les arguments et sur, en tout cas, la position du gouvernement qui considère que les améliorations apportées rendent le dispositif que nous proposons plus efficace et plus avantageux que la mensualisation que la Commission des finances a adoptée. Donc sur cet amendement de la Commission des finances, l'avis est logiquement défavorable. J'en viens au sous-amendement du président de la Commission des finances, le sénateur Eblé. Sur la question des monuments historiques, le ministre Darmanin l'avait dit, il y avait des difficultés dans la rédaction, une amélioration a été conduite par l'Assemblée et le gouvernement prend acte de la volonté du président de la Commission des finances d'améliorer encore le dispositif. Nous sommes dans une situation un peu particulière puisque nous souhaitons que le dispositif soit adopté et la seule façon de maintenir le débat ouvert sur l'amélioration du dispositif monument historique consiste à donner et à souhaiter que le sous-amendement puisse prospérer. Donc, le gouvernement donne un avis de sagesse sur le sous-amendement présenté par le président Eblé et un avis défavorable sur l'amendement. Mais cela permet ainsi de laisser le débat ouvert et de souhaiter que la navette parlementaire, la suite de la procédure et du débat, nous permette, pour le gouvernement évidemment, de maintenir son dispositif de prélèvement à la source, mais de laisser aussi prospérer le débat sur les monuments historiques et de pouvoir capitaliser un certain nombre des avancées. Donc, sagesse sur le sous-amendement et défavorable à l'amendement. Alors, Vincent Delay m'a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je suis très déçu de la réponse du ministre parce que, en fait, on n'a pas de débat.
circulé, il n'y a rien à voir. Le débat a déjà eu lieu. Le gouvernement souhaite continuer dans la voie qui avait été tracée par son prédécesseur. Et voilà, il n'y a pas de discussion possible. Voilà, moi j'aurais bien aimé, sur un sujet aussi important, un peu plus d'arguments de la part du ministre pour l'avis défavorable. Parce que finalement, qu'apporte le prélèvement à la source? Il n'apporte pas grand-chose. Parce que pour les salariés, ils pensent qu'ils ne vont pas avoir à faire de déclaration. En fait, ils vont avoir à faire des déclarations. Et le seul avantage que ça apporte par rapport au système existant, c'est que, d'abord, effectivement, on impose les revenus contemporains. Ça veut dire que s'il y a des variations de revenus d'une année sur l'autre, on est imposé sur ces revenus de l'année. Ça, c'est une amélioration sensible. Et je pense que le système qui est proposé par la Commission des finances apporte une réponse sur ce point avec la mensualisation réalisée par l'administration, ce qui permet quand même d'éviter de mettre une charge supplémentaire sur le dos des entreprises. Alors, le gouvernement chiffre cette charge à 400 millions, les entreprises à 1,2 milliard. Peut-être qu'il faut faire la part entre les deux, mais en tout cas, c'est une charge supplémentaire et on n'en a pas besoin. Dans une phase de reprise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a pas besoin de rajouter une charge supplémentaire sur les entreprises. Donc voilà, nous sur le principe, pourquoi pas prélèvement à la source? En plus, si l'impôt français était plus simple, ça serait sans doute quelque chose qui serait plus facile à mettre en œuvre. Donc nous suivrons, en tout cas à l'Union centriste, on suivra l'avis de la Commission des finances et la proposition du rapporteur général de faire un amendement sur la mensualisation réalisée par l'administration et non pas par les entreprises. J'ai une petite question supplémentaire qui est liée quand même au prélèvement à la source, c'est sur les dons aux œuvres, aux associations caritatives et toutes les personnes qui font ces dons. Comment vont être prises en compte, sachant qu'on peut aller jusqu'à 20% du revenu, et il y a des personnes qui donnent beaucoup, donc qui donnent parfois jusqu'à 20% du revenu. Comment on fait sur l'année 2019? Comment on va faire pour prendre en compte à la fois l'année 2018, l'année 2019? Est-ce qu'il va y avoir un trou? Est-ce qu'il y aura une année où il ne faudra pas donner? Voilà, la question est ouverte et j'espère que le ministre pourra nous répondre. Alors, Monsieur le ministre, vous souhaitiez à nouveau prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas, Monsieur Delahaye, que vous imaginiez ma volonté de sabrer le débat, si vous me permettez cette expression. Il a eu lieu plusieurs fois et c'est vrai que c'est un constat de désaccord. Nous considérons que la mensualisation rencontrerait et poserait un certain nombre de difficultés, notamment la difficulté de ne pas tenir compte de manière immédiate et automatique des variations de revenus. Et puis, par ailleurs, la proposition qui est portée et qui vise à intégrer les réductions et crédits d'impôt dans le calcul des mensualités conduit à verser en 2019 2 millésimes de réduction et de crédit d'impôt, soit un coût budgétaire total de l'ordre de 11 milliards d'euros, ce qui est un des éléments qui nous amène aussi à être défavorable. Je veux cependant répondre sur la question des dons. Nous avons adopté, plus exactement l'Assemblée nationale a adopté à l'initiative du gouvernement et par voie d'amendement un dispositif qui permet de préserver totalement les réductions et crédits d'impôt liés aux dons, notamment les dons aux œuvres, au titre de l'année 2019 avec le maintien d'une exonération, en tout cas d'un crédit au même montant que celui de 2018. Et donc nous avons véritablement sécurisé le système de manière à ne surtout pas décourager les dons. Non. Ça va être protégé, ce que vous imaginez qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 2 années en une, mais il y a un système de décalage et de neutralisation. Ce que je vous propose, c'est que, si vous en êtes d'accord, Monsieur Delahaye, c'est que nous puissions vous transmettre l'intégralité et le caractère technique du dispositif adopté, de manière à ce que vous puissiez en prendre connaissance. La parole est à notre collègue Marc Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, concernant ces deux amendements, enfin amendements et sous-amendements, je m'y associerai positivement, naturellement, parce que je crois que c'est important. Et de parler de l'impôt sur le revenu, il faut aussi en dire quelques mots, parce que c'est quand même une source de recettes les plus importantes, notamment après la TVA, mais beaucoup de personnes sont concernées encore. De l'autre côté, le prélèvement à la source, on l'a abordé, beaucoup de réunions au niveau de notre commission des finances, avec des auditions, avec un dialogue aussi avec les représentants des trésoreries, notamment les organisations syndicales. Bon, et on a pu voir aussi vraiment les difficultés qui ont été soulevées par le rapporteur général concernant les difficultés de mise en œuvre de ce prélèvement à la source. Et, dans la discussion générale hier, nos collègues aussi, nous l'avons rappelé
également difficulté pour les entreprises, en particulier les petites entreprises, pour le monde économique. Donc franchement, c'est aussi des modalités à prendre en compte sérieusement. Puis de l'autre côté, je crois que c'est important quand même, néanmoins, qu'il y ait quand même des débats. Je rejoins l'intervention de notre collègue précédemment, parce que je crois que la position du gouvernement, elle doit être quand même néanmoins pédagogique. Il y a quelque temps, dans un précédent gouvernement, un ministre précédent, M. Eckart, il se donnait la peine de faire aussi quand même néanmoins de la pédagogie, je dirais, quand on posait des questions. Je crois qu'il faut s'en souvenir. Donc, la rapidité des réponses de la part du gouvernement nous laisse, d'une certaine manière, un peu perplexe. Néanmoins, je crois qu'il faut garder quand même l'aspect de sérieux et de respect de tous. Donc, naturellement, je soutiendrai la position de notre commission des finances concernant cet amendement et le sous-amendement, parce que je crois que le volet des monuments historiques, il est aussi réellement à prendre en compte, parce que je crois que c'est le patrimoine, on y est attaché, et je crois que ça va aussi dans le bon sens. Et je crois qu'il faut garder le bon sens. Je vous remercie. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais simplement indiquer que l'amendement 201 de Madame Létard, que je m'apprêtais à défendre par la suite, va sans doute tomber du fait de l'adoption de l'amendement de la Commission présenté par le rapporteur général. Et je voulais indiquer qu'il rejoint dans l'intention le sous-amendement qui a été présenté fort bien par le Président Eblé il y a quelques minutes. Donc voilà, nous soutenons ce sous-amendement. Monsieur Delège, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il en sera sans doute de même pour l'amendement 139 que j'avais déposé avant la réécriture par la Commission. Il pointait plus particulièrement la question des particuliers employeurs. Je veux simplement appeler l'attention du gouvernement sur la chose suivante, si le ministre veut bien m'écouter 30 secondes, et je le remercie. On sait ce qu'il advient, hélas, trop souvent, des apports du Sénat. Tous les amendements qui risquent de tomber à la suite de l'adoption de l'excellent amendement de la Commission des finances pointent des difficultés de l'application de la réforme que vous proposez. Je souhaite donc que, si par malheur, l'Assemblée nationale, totalement alignée sur la position du gouvernement, supprimait l'apport du Sénat, le gouvernement veuille bien considérer pour autant que tous les problèmes que nous pointons ne sont pas réglés et qu'il faudra bien y apporter une réponse. Merci. Monsieur Capu demande la parole. Vous l'avez, cher collègue. Oui, parce que dans la même idée que M. Delège, je ne suis pas sûr de pouvoir défendre les amendements suivants. Donc je voulais exposer la position des indépendants. Sur le principe du prélèvement, les indépendants ne sont pas hostiles, par principe, du prélèvement à la source. Ce qui nous inquiète, ce sont les inconvénients qui viennent d'être exposés, celui de l'introduction d'un tiers, qui est l'employeur, avec toutes les difficultés que cela introduit, les difficultés en termes de contentieux, les difficultés en termes de coûts, particulièrement pour les petites entreprises. Pour les grandes entreprises, ça va avoir un coût important. Pour les petites, c'est surtout beaucoup de tracasseries et une aubaine, en fait, pour les experts comptables. Parce qu'aucun artisan, aucune TPE n'est capable d'établir ses bulletins de paie seul et de faire ce type de calcul. Donc on va vraiment avoir un coût supplémentaire. On a une vraie difficulté pour les particuliers employeurs, c'est évident. Et dans les deux amendements que j'avais déposés, on a aussi une difficulté pour les jeunes agriculteurs et pour les agriculteurs. Voilà, on a également une difficulté pour les familles. Voilà les difficultés que j'avais déjà pointées dans la discussion générale, que je voulais rappeler. Ce sont les raisons pour lesquelles, effectivement, les indépendants sont assez inquiets du système. Monsieur le rapporteur général, vous voulez reprendre la parole ? Je fais maintenant parce qu'il y a plusieurs amendements et plusieurs collègues qui viennent à l'instant
d'évoquer les difficultés des particuliers employeurs. Alors je voudrais m'adresser à ceux qui sont le plus à applaudir le prélèvement à la source et à souligner les difficultés qu'a pointées l'IGF et qui ne connaissent à ce stade aucune réponse satisfaisante. Pourquoi? Parce que dans le cadre qui est actuellement prévu, le particulier employeur devra connaître le montant avant même de verser le salaire, devra connaître exactement plutôt le montant devra plutôt procéder à la déclaration des horaires et du net avant même de procéder au paiement effectif et devra connaître en fait le net qui reste après le prélèvement à la source. Donc vous imaginez les calculs, il faut être quand même assez fort en comptabilité pour savoir ce qu'il y a lieu de verser. Et d'autre part, je remarque que la plateforme CESU dématérialisée ne sera a priori pas mise en œuvre avant 2019. Donc là-dessus, il reste un vrai problème. L'IGF, dans son rapport, l'a pointé. Et en l'état actuel, l'article 9 du gouvernement sur le PLFR n'apporte aucune réponse. Donc je pense que concrètement, la mise en place du prélèvement à la source, ça pourrait rendre le CESU encore moins attractif. Et en tous les cas, ça nécessiterait en tous les cas une clarification. Aujourd'hui, je le dis, le système sera plus complexe. Aujourd'hui, avec un CESU, il suffit de faire un chèque et ça vous calcule automatiquement les charges sociales. Là, il faudra très concrètement connaître le montant du prélèvement, le calculer avant de payer. Donc c'est assez, vous voyez que c'est assez compliqué. Donc là-dessus, il y a une vraie difficulté technique. Je pense que le gouvernement la reconnaît et il faudrait qu'il apporte une réponse, encore une fois, sur cette question des particuliers employeurs qui, à la différence des entreprises, n'ont pas d'experts comptables, n'ont pas de conseillers fiscaux et il ne faut pas complexifier leur vie. Donc voilà, donc je dirais qu'il y a un vrai sujet. Les amendements soulignent, appellent des réponses techniques et peut-être que le gouvernement a des précisions à nous apporter à ce stade dans l'hypothèse où les amendements sur ce sujet tomberaient. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous le savez, le gouvernement ne souhaite pas exclure les salariés des particuliers employeurs du champ du prélèvement à la ressource, mais souhaite aussi apporter un certain nombre de réponses aux interrogations qui sont les vôtres. D'abord pour dire que, pour tenir compte des particularités inhérentes à la relation de travail pouvant exister entre le particulier employeur et son salarié, par exemple du fait de l'absence d'un logiciel de paye, des modalités simplifiées de mise en œuvre de la réforme sont d'ores et déjà prévues. Ainsi, le particulier employeur n'aura aucune relation nouvelle à entretenir avec l'administration fiscale. Il conservera son interlocuteur habituel dans le cadre de l'utilisation des titres simplifiés, le page emploi pour la garde d'enfants, le Centre national CESU pour les autres emplois à domicile et la mutualité sociale agricole pour les particuliers employeurs employant des salariés agricoles pour une durée de moins de 3 mois et utilisant le titre emploi simplifié agricole. Ce sont ces interlocuteurs qui transmettront l'ensemble des informations déclarées par le particulier employeur, le nom du salarié et le montant de la rémunération, à l'administration fiscale en lieu et place de l'employeur. Ces organismes communiqueront au particulier employeur le salaire net de retenue à la source à verser à son employé. L'employeur n'aura donc aucune démarche complexe à effectuer, ni détermination de l'assiette imposable, ni calcul de la retenue à opérer sur le salaire. Il ne sera donc exposé à aucun risque d'erreur. Les trois interlocuteurs, Centre CESU, Page Emploi et MSA, prélèveront directement sur le compte bancaire du particulier employeur, en plus des cotisations sociales, le montant de la retenue à la source, puis reverseront les sommes ainsi prélevées à l'administration fiscale. En outre, afin de simplifier la vie des particuliers employeurs, ces centres proposeront une option tout en un qui permettra aux employeurs de s'acquitter du paiement du salaire auprès de son salarié par l'intermédiaire des organismes. La proportion des salariés et de particuliers employeurs non imposables est estimée à 75%. Et cela souligne que l'impact de la retenue à la source pour les particuliers employeurs doit donc être relativisé. Au-delà, l'ACOS et le Centre national CESU travaillent actuellement à l'encouragement de la dématérialisation du dispositif CESU en effectuant une campagne de promotion. Afin d'accompagner les employeurs dans leur démarche, il prévoit également la mise en place de partenariats avec des relais locaux tels que la Poste ou les maisons de services au public. Pour les particuliers employeurs qui effectuent actuellement leur déclaration sociale par voie papier, des travaux sont en cours pour déterminer avec eux la solution la plus simple pour ces utilisateurs, notamment celle préconisée par l'IGF dans le rapport auquel vous faites les uns et les autres référence. Donc j'espère avec ces quelques explications avoir pu répondre à un certain nombre des doutes ou interrogations qui étaient les vôtres sur les particuliers employeurs. La parole est à Monsieur Savoldelli. Monsieur le ministre, là mes chers collègues, on ne comprend toujours pas. Franchement, on a un impôt où on a un taux de recouvrement à 100%. Ouais, c'est mieux que sur le reste. À mes collègues républicains, il y a un d'entre vous que vous connaissez, que je connais puisqu'il est de mon département,
vous ne mettrez pas en cause ses compétences. Gilles Carrez, je crois que c'est une référence. Il dit, les possibilités actuelles sont là. Mensualisation, déclaration pré-remplie, possibilité d'ajuster les mensualités. Et on a un taux de recouvrement à près de 100%. Donc, franchement, vous comprenez que je me pose la question, pourquoi vous allez le voter? Je vous le dis sincèrement. Alors, on peut chercher, et je n'ai pas envie d'interpréter, mais quelque part, il y a bien une raison quand même de s'accrocher à l'amender, à l'améliorer. Et vous n'êtes pas posé la question, quand le gouvernement a posé la question de la suppression de la taxe d'habitation, vous n'avez pas beaucoup de temps amendé que ça pour, au final, l'enlever, cette disposition pour les familles modestes. Donc moi, je vais vous dire, et ce que je vais dire publiquement, en dehors de cette Assemblée, il y a un loup dans cette affaire. Évidemment, il y a un loup. Il y a une idée derrière, c'est la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG. Mais ça, il faut l'assumer, qu'on soit au gouvernement ou qu'on soit à l'opposition au gouvernement. Mais il y a un moment, il faut faire de la politique. Donc il faut assumer ses convictions et ses choix de société. Donc le loup, il est là, il faut le dire. C'est de fusionner l'impôt sur le revenu avec le prélèvement de la CSG. Et deuxième aspect où je me dis, mais pourquoi ils insistent autant que ça à l'amender et au final à nous annoncer qu'on va le voter? Enfin, mettez-vous d'accord. Les uns et les autres, vous avez tous des candidats qui ont proposé qu'on supprime des fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Bah oui. Donc, il y a au Trésor public, il y a 1650 postes qui ont été supprimés. Et les uns et les autres, dans notre diversité, comme dans les départements, on est là, c'est pas bien, la fusion des pairies, la fusion des trésors publics, etc. Il y en a aux côtés des maires et des agents, ça va pas, il y a un problème d'instruction, de proximité, il y a la fracture numérique, attention à nos populations. Là, on a du mal à les gérer, les contradictions. Donc, je le dis pour notre groupe, cet article et cette réforme-là n'a pas de justification. Et ça, c'est, j'irais dire, on met la locomotive pour attacher les trains après. Et les trains d'après, je vous le dis, on en reparlera, les mois et les années passeront, on verra, il y aura la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Merci de votre attention. La parole est à Madame Lavarde. Oui, effectivement, pour parler de l'amendement 108 qui risque de tomber par l'adoption de l'amendement du rapporteur général, qui soulevait un autre problème, celui de la disproportion des amendes imputées aux employés collecteurs, quelle que soit la nature de ces employés, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et dans un souci de sagesse, cet amendement visait en fait à en réduire le montant, puisque bien souvent ces erreurs ne seront pas de la faute de l'employeur, ça pourrait être une simple omission. Merci. Je ne vois plus de demande d'explication de vote. Alors nous allons commencer par nous prononcer sur le sous-amendement, le 255. Monsieur le ministre, il y avait un gage. Vous avez donné un avis de sagesse. Vous levez le gage. Oui, donc le gage est levé. Donc je mets aux voix le sous-amendement 255 de notre collègue Eblé. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc nous allons maintenant pouvoir voter sur le 81 ainsi sous-amendé. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. En conséquence, les amendements 139 rectifiés, 19 rectifiés, 108 rectifiés, quater, 21 rectifiés, 204, 164, 191, 184, 183 rectifiés, 201 rectifiés, 222 rectifiés tombent. Et l'article est ainsi rédigé. Article additionnel après l'article 9, l'amendement 140 rectifié quater. Qui va le défendre? Madame Lavarde le défend. Donc il s'agit d'un amendement qui concerne la fiscalisation des primes obtenues par les joueurs professionnels qui participent à des tournois de type, notamment le tournoi de Roland-Garros, ou à des épreuves d'athlétisme type la Diamond League qui est organisée au Stade de France. Et aujourd'hui, ces primes de jeu sont taxées une première fois au moment de leur perception à un taux de 15%. Puis, lorsque le joueur se réinscrit l'année suivante au même tournoi, il doit se rapprocher de l'administration fiscale pour payer jusqu'à hauteur de 33%. Donc il s'avère qu'il y a déjà une perte de recettes pour l'État,
pas, puisque si jamais, que ce soit le joueur de tennis ou le participant au meeting d'athlétisme, ne se réinscrit pas, finalement, la prime n'est taxée qu'au taux de 15%, alors que la taxe aurait dû être d'un montant supérieur. Par ailleurs, cette double taxation en 2 temps induit des charges de personnel importantes. Par exemple, pour le tournoi de Roland-Garros, les organisateurs sont obligés d'installer un bureau fiscal sur place avec 3 personnes pendant 6 semaines. Donc, de manière à simplifier et à rendre aussi nos événements sportifs internationaux plus attractifs, il est proposé en fait d'avoir un prélèvement libératoire de 20% au moment de la perception de la prime. Et cet amendement est soutenu par les différentes fédérations sportives concernées. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission ? Christine Lavarde propose un système qui est plus simple, un prélèvement forfaitaire libératoire pour les sportifs, plus simple que le système actuel où il y a une imputation après. Donc la seule difficulté, c'est de manière très objective, dans le bref délai qui a été imparti hier soir pour examiner les amendements, nous avons, outre le fait que ça remet en cause la progressivité de l'impôt, mais ça c'est une question sur laquelle on peut avoir un débat, la vraie difficulté est d'évaluer l'effet de cet amendement. Est-ce que, très concrètement, ça fait perdre ou pas des recettes fiscales? C'est la raison pour laquelle j'en souhaiterais entendre le gouvernement sur cet amendement. Monsieur le ministre, quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Nous avons la même difficulté avec la Commission sur l'absence d'évaluation des conséquences et du coût réel, tant en termes de recettes pour l'État que pour les contribuables concernés. Par ailleurs, nous avons 2 autres difficultés avec l'amendement que vous présentez, Madame Lavarde, c'est que la mise en place d'une retenue à la source libératoire nous paraît porter atteinte à la progressivité de l'impôt sur le revenu et procure un gain croissant avec le revenu à des personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France. Et par ailleurs, une telle mesure instaurerait une différence de traitement entre les contribuables non résidents titulaires de revenus de source française et ceux que vous souhaitez viser par l'amendement. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Sur cette demande de retrait, chers collègues, pour donner des éléments financiers, le taux de 20% en fait a été calculé notamment par la Fédération française de tennis au regard justement de ce qui est perçu par les joueurs qui ont payé une première fois et qui se réinscrivent l'année suivante et les pertes qui sont dues au fait qu'un certain nombre de joueurs sur les 600 par exemple qui ont participé au tournoi de Roland-Garros ne reviennent pas l'année suivante et donc ont payé une fois 15% et ne reviennent pas payer le complément l'année suivante. Donc voilà, c'est vraiment un amendement qui vise à rendre quand même nos événements sportifs attractifs. Je vous rappelle qu'on s'apprête à accueillir des événements d'importance, que ce soit du rugby ou les Jeux Olympiques. Donc, je vais maintenir cet amendement. Monsieur le ministre. Je peux comprendre, Madame Lavarde, la volonté de rendre les événements sportifs attractifs, mais il faut aussi mesurer ce que cela représente, y compris en termes de justice fiscale pour les autres contribuables. Vous avez cité l'exemple du tournoi de Roland-Garros, qui cette année, je parle du vainqueur, il a perçu une prime de 2 100 000 €. Il voit cette somme soumise à une retenue à la source, de 315 000 €, retenue qui est imputable sur son impôt sur le revenu, qui serait pour un célibataire de l'ordre de 920 000 € s'il est salarié, ou de 1 160 000 € s'il est indépendant ou non adhérent d'un organisme agréé. Avec le système que vous proposez, ce contribuable serait redevable uniquement d'une retenue à la source libératoire de 378 000 €, ce qui se traduirait, dans l'hypothèse où il est indépendant, par une division par 3 de l'imposition qui serait la sienne. Je n'ai pas le sentiment, et pour le coup, Madame Lavarde, mais vous ne pouvez pas le savoir, pour avoir pratiqué le tennis pendant 20 ou 25 ans, et malheureusement ne plus avoir assez de temps pour en faire, je n'ai pas le sentiment que celles et ceux qui gagnent Roland-Garros une année ne reviennent pas l'année suivante pour des raisons fiscales. Bon, sur ces considérations, que faites-vous? L'amendement est maintenu? Il est maintenu, donc je vais le mettre aux voix. Qui vote pour? 7, 8, 9, 10. Qui vote contre? 5, 6, 7, 8. Bon, il y a doute, donc on va procéder par assis. Levez. Un peu de sport dès le matin. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? 25, 6. Il n'est pas adopté. Il n'est pas
adopté. Article additionnel après l'article 9, le 75 rectifié bis, Monsieur Lefebvre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on revient en fait sur la discussion que nous avons eue précédemment, puisque le mécanisme de crédit d'impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France au service à la personne de réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de 18 mois. Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d'impôt auprès d'un établissement financier du secteur privé faciliterait l'accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, et accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, entraînerait une simplification des procédures fiscales, ceci accompagné d'un renforcement de la lutte antifraude. Cet amendement s'inscrit dans l'universalisation du crédit d'impôt, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d'impôt concernant tous les foyers, qu'ils soient imposables ou non. Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s'assurer du non-dépassement des plafonds de la part des ménages qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c'est-à-dire dans le cadre de l'emploi direct de personnel et par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne. Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à un coût constant pour l'État puisqu'il permettra une mobilisation immédiate des crédits d'impôt par les établissements financiers avec restitution des crédits d'impôt par l'État dans les délais habituels de la liquidation de l'impôt sur le revenu et donc sans requérir d'efforts financiers de la part de l'État, ni en termes de montant, ni en termes de calendrier de paiement. Merci. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Donc, cet amendement a déjà été examiné en première partie. La commission y avait un avis défavorable pour deux raisons. J'aurais insisté sur la deuxième. Donc la première, on l'a déjà évoqué, tout ça a un coût. C'est-à-dire que si on fait un mécanisme de frais financement par les banques, ça ne sera évidemment pas gratuit. C'est bien, vous avez douté. Et puis je crois que le ministre avait évoqué une deuxième difficulté qu'on n'avait pas forcément vue ou sur laquelle on n'avait pas débattu lors de du PLF, qui est la difficulté de prise en compte des aides extérieures. Souvent, ces prestations font l'objet soit d'aides des caisses d'allocation familiale ou des départements. Et s'il y avait un mécanisme qui était préfinancé par les banques, on ne peut pas prendre en compte le préfinancement ou le financement par la CAF ou par les conseils départementaux. Donc, je crois que ça mérite néanmoins d'être regardé. Le risque principal me semble être un risque de coût pour les familles. Dès lors qu'il y a un préfinancement par les établissements bancaires, ce sera forcément avec un coût pour le contribuable qui va diminuer l'intérêt du crédit d'impôt. Donc pour les raisons qui ont déjà été évoquées en PLF, l'avis est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est le même avis que la Commission et j'ajoute simplement un point, puisque c'est le même avis pour les mêmes raisons, c'est que le gouvernement a sollicité des différentes inspections de travailler pour trouver des solutions qui permettent d'améliorer la contemporanéité de l'impôt pour les personnes concernées. Donc à la fois pour les raisons les mêmes raisons que le rapporteur général et parce que le travail est engagé, c'est une demande de retrait ou défavorable. Alors, chers collègues, deux demandes de retrait. Que faites-vous? Au vu de ce que vient d'indiquer le ministre, je le retire, mais en souhaitant effectivement que l'on se saisisse vraiment de ce problème pour l'année prochaine. Merci. Bon, est retiré. Article additionnel après l'article 9. Je suis saisi de deux amendements identiques faisant donc l'objet d'une discussion commune. Le 185 du président Eblé. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement qui prévoit de compléter la liste des actifs bénéficiant d'une exonération, d'un abattement, d'une exonération partielle de l'impôt sur la fortune immobilière, afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques. Ceux-ci supportent en effet des charges pour l'entretien et la restauration de biens immobiliers dont ils sont propriétaires, avec un intérêt public de conservation. Il apparaît nécessaire de prévoir un abattement représentatif de ces charges et suggestions spécifiques aux monuments historiques lorsque certaines conditions sont réunies. On n'accorde pas ça, je dirais, sans contrepartie. Évidemment, classement ou inscription de l'immeuble au titre des monuments historiques, détention d'au moins 15 années similaire à celle qui est exigée
par le 156 bis du Code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques. Et enfin, affectation de l'immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante. Donc, en quelque sorte, contribution du monument à l'économie touristique des territoires. Dans ces différentes conditions, il nous paraît normal d'exonérer les propriétaires de l'impôt sur la fortune immobilière. Merci, cher collègue. Le 237 rectifié, Vincent Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. L'argumentaire est le même et vient d'être exposé excellemment par le Président Eblé. Il rejoint donc la volonté des signataires du 237, parmi lesquels Madame Morin-Desailly, la présidente de la Commission Culture, comme quoi les deux commissions, Culture et Finances, peuvent converger. Heureusement. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission? Sagesse, Monsieur le ministre, celui du gouvernement. Pour les mêmes raisons que sur le sous-amendement de Monsieur Eblé tout à l'heure, sagesse. Sagesse également. Levez le gage. Levez le gage, Monsieur le ministre. Oui. Des demandes d'explication de vote. Je n'en vois pas. Deux avis de sagesse. Le gage est levé. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Je vais maintenant pouvoir mettre aux voix l'article 9 bis. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 10. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 11, même vote. Même vote. Adopté. L'article 12, même vote. Même vote. Adopté. L'article 12 bis, même vote. Même vote. Adopté. Merci, monsieur le rapporteur général. À l'article 13, l'amendement 202 rectifié. Capo-Canellas, Vincent, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le motif de cet amendement est simple. Les collectivités territoriales ne nous paraissent pas avoir la capacité de supporter 50% des exonérations prévues à cet article. Les compensations aux collectivités locales sont indispensables si l'on veut qu'elles puissent concrétiser ce qui est l'objet, c'est-à-dire l'engagement pour le renouveau du bassin minier signé avec l'État le 7 mars dernier. Et cet amendement ne remet pas en question les dispositifs d'allègement fiscaux. Il vise donc à substituer aux exonérations des dégrèvements afin que les collectivités territoriales se voient intégralement compenser leurs pertes de recettes fiscales. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. La Commission a une position de principe. Elle est par nature favorable aux exonérations facultatives décidées par les collectivités, à condition que les collectivités en assument le coût. L'amendement qui transforme en dégrèvement aurait pour effet de faire supporter par l'État le coût d'une exonération facultative décidée par la collectivité. Donc concrètement, c'est un coût pour l'État. Donc chaque année, on l'estimait avec un pic de 43 millions d'euros en 2021. Un tiers de ce coût serait supporté par les collectivités, donc 2 tiers par l'État. Donc par principe, pour les raisons que j'évoquais, favorable en général aux exonérations facultatives de leur collectivité en supportant un coût et défavorable pour les exonérations dont l'effet a un impact sur les finances de l'État. Donc pour cette raison, demande de retrait, sinon malheureusement avis défavorable. Monsieur le ministre, pour le gouvernement. C'est le même avis, Monsieur le Président, en ajoutant que l'accord du 7 mars 2017 auquel l'amendement fait référence prévoit que les collectivités, elles l'ont signé, apportent la contribution qui est prévue et ont donné leur accord pour apporter cette contribution. Donc nous souhaitons rester à l'équilibre de l'accord du 7 mars. Donc, deux demandes de retrait, chers collègues, que faites-vous? Merci, Monsieur le Ministre. Je suis plus nuancé puisque l'auteur principal de l'amendement est Valérie Létard et elle se fait plutôt l'écho des collectivités qui souhaitent éviter d'avoir à verser 50%. Donc je n'ai pas tout à fait la même lecture des choses. Donc de ce fait, comme Mme Létard n'est pas là, je vais le maintenir. L'amendement est maintenu. Notre collègue Longuet souhaite prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Très brièvement, il s'agit du secteur minier, on est bien d'accord. Or, le secteur minier était sous l'autorité de l'État, le tréfonds de notre pays appartient à l'État, et les dégâts constatés l'exploitation des mines est décidée par l'État, et la fermeture des mines, bassin minier vérifère ou du bassin charbonnier a été également décidée par l'État, et les dégradations sur la voirie ou sur l'immobilier communal est en général une conséquence de l'exploitation minière, je pense en particulier aux effondrements de terrain, et un certain nombre d'exonérations
exonérations sont liées aux conséquences exactes de l'exploitation minière. Alors, je suis un petit peu gêné d'entendre dire que les communes décideraient d'exonération librement. En fait, elles le font parce que leur patrimoine a été dégradé par une exploitation qui était entièrement sous le contrôle de l'État. C'est la raison pour laquelle, en général, je suis mon rapporteur général, mais à cet instant, je voterai l'amendement de Madame Létard. Monsieur le rapporteur général. Juste pour nuancer les propos de Gérard Longuet, l'amendement suivant est sur les mines. Hein. Celui-ci est général. Hein. C'est le donc pour bien. Et celui-ci est pour tout le monde. Le 159 concerne les mines. Hein. Donc il y a un petit Gérard Longuet a un petit temps d'avance. Mais c'est à venir. Monsieur Bocquet. Oui, pour dire que nous soutiendrons cet amendement comme forme d'appel s'agissant de la spécificité des régions concernées. Alors, ce ne sont pas évidemment quelques aides fiscales qui ont déjà été expérimentées dans le passé, qui suffiront à faire la maille pour permettre aux villes et villages des régions concernées de retrouver évidemment l'activité antérieure. Mais on est en face d'un dilemme. Que faut-il préférer? Est-ce qu'il faut préférer une remise fiscale sur l'impôt sur les sociétés ou la contribution économique territoriale, ou bien la mise à disposition des entreprises de ressources financières moins coûteuses qui leur permettraient de faire face de suite au quotidien? Nous avons bien eu dans le passé mise en place du prêt à taux zéro pour l'accession sociale à la propriété. Pourquoi ne pas envisager la même mesure pour accorder une avance financière sans intérêt à des entreprises en phase de développement, d'autant que la faiblesse des taux d'intérêt nominaux et réels offre tout de même ici l'opportunité de limiter toute charge de bonification ou fiscale du point de vue de l'État. Alors nous sommes favorables au dégrèvement, pas forcément aux exonérations non compensées. Nous comprenons fort bien l'esprit de l'amendement de notre collègue. D'autres territoires sont en souffrance dans la France de 2017, on le sait, et bientôt l'an prochain. Il faudra aussi savoir les entendre et les écouter. Pas d'autres demandes d'explication de vote, donc je vous rappelle que nous avons deux demandes de retrait, commission, gouvernement. L'amendement est pour autant maintenu, alors je le mets aux voix. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 159, qui le présente chez Monsieur Jacquin? Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement 159 constitue un dispositif proche de celui du Nord-Pas-de-Calais, un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser un bassin industriel qui en a bien besoin, à l'image du Nord-Pas-de-Calais. Outre les 200 000 emplois perdus dans la désindustrialisation de ce secteur, nous subissons une concurrence féroce du Luxembourg en termes fiscaux et sociaux. Cet amendement viserait à mettre nos entreprises dans une situation de concurrence beaucoup plus loyale. À l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Dussopt, Monsieur Darmanin a argumenté sur ce dossier, sur le dossier du Nord-Pas-de-Calais, en disant pourquoi le Nord-Pas-de-Calais et pas le Nord-Lorrain. Il s'agissait d'une promesse faite par le précédent gouvernement. Je tiens à souligner qu'effectivement, le Premier ministre d'alors, le 3 mars, était à Wanis. Le 6 mars, il était à Longwy, où il a fait une promesse similaire pour le territoire nord-lorrain. Monsieur Darmanin a par ailleurs rajouté qu'il n'y avait rien dans les tiroirs de Bercy. J'en suis étonné et ça nuit peut-être à l'image de la haute fonction publique de Bercy. L'amendement que je présente a été préparé par la DLF. Il y a eu une lettre du Premier ministre au préfet de région pour lui demander de mener un certain nombre d'opérations au-delà de ce seul amendement fiscal. Il y a eu aussi un rapport du CGET. Donc je pense que tenir cette promesse maintenant a un vrai sens, sinon nous risquons de perdre au moins une année. Monsieur Darmanin, devant un amendement qui lui était proposé par un collègue de sa majorité, a proposé une visite dans le Nord-Lorrain au mois de janvier contre le retrait de cet amendement. Pour moi, ça ressemble à un plat de lentilles contre je ne sais trop quoi. Alors, monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement? Cet amendement modifie quand même considérablement le zonage, puisqu'il vise, son effet exclurait
le bassin du Nord, Pas-de-Calais, de l'éligibilité du dispositif. Donc, pour ces raisons, la Commission n'y est pas très favorable. Néanmoins, le gouvernement précédent, certes, avait pris des engagements à l'égard des bassins de Lorraine, qui deviendraient de fait éligibles au dispositif d'exonération associé à ce nouveau zonage. Et voilà, je souhaite entendre le gouvernement pour savoir ce qu'il souhaite faire, est-ce qu'il souhaite honorer ou pas les engagements précédents et quelle réponse apporte-t-il. Bon, mais néanmoins, j'avoue que dans le bref délai qui est imparti à la Commission pour examiner ces amendements, il est très difficile d'en mesurer l'impact. On modifie un zonage, l'analyse, c'est que ça ferait sortir un bassin entier. Bon, c'est plutôt un avis assez réservé sur ce sujet, mais néanmoins, nous souhaitons entendre le gouvernement sur les aspects techniques. Alors, Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur le Président. Effectivement, la manière dont l'amendement défendu par le sénateur Jacquin est rédigé aurait plusieurs conséquences. La première, c'est que la substitution des critères que vous proposez à ceux prévus dans le texte initial aurait pour effet d'exclure totalement le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais du dispositif. Et je n'imagine que ça n'est pas votre objectif. En tout cas, ça serait la conséquence que nous voyons à cet amendement. Par ailleurs, il inclurait dans le dispositif les EPCI de l'Arc genevois, région dont on peut considérer qu'elle ne connaît pas la même situation que le Nord, le Pas-de-Calais ou la Lorraine, évidemment, et qu'il y aurait là un effet d'aubaine et un coût substantiel pour l'État qui serait certainement plus important que celui envisagé. Par ailleurs, vous l'avez dit, un certain nombre d'engagements ont été pris pour faire en sorte que ce dispositif puisse s'appliquer tel que prévu par le texte initial au Nord et au Pas-de-Calais dès le 1er janvier 2018, mais que le gouvernement puisse continuer à travailler sur la question de la Lorraine. Engagement d'une visite a été prise, vous l'avez rappelé et vous avez raison. Au-delà de la visite, je pense que ce qui compte, c'est que nous puissions trouver les dispositifs et les moyens qui permettent d'intégrer, à l'occasion d'un prochain texte financier, la région que vous défendez aujourd'hui. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut, mais j'ai compris qu'il serait maintenu, donc à défaut un avis défavorable. Non, Monsieur Jacquin. Oui, je veux bien m'exprimer. Votre réponse laisse entendre qu'effectivement, il y avait bien quelque chose dans les tiroirs de Bercy. Déjà, ça me rassure. Sur le risque que ce dispositif écrase celui du Nord-Pas-de-Calais, absolument pas. On rajoute juste un périmètre avec des critères qui sont sur le même principe. Il avait même été évoqué un risque de nullité du point de vue des réglementations européennes. Si tel était le cas, ce serait le cas aussi pour l'amendement Nord-Pas-de-Calais que je souhaite bien sûr voir s'appliquer le plus rapidement possible. Monsieur le ministre, si je peux me permettre, maintenant que vous connaissez bien Monsieur Darmanin, il a précisé qu'il s'honorait d'obtenir une promesse du gouvernement précédent. Je crains que son honneur se limite aux limites de son fief électoral. Je le regrette vivement. Je signale aussi que son prédécesseur et l'équipe de son prédécesseur au gouvernement auraient pu, il s'agissait de Christian Eckert, pour ne pas le nommer, le député Jean-Marc Fournel, aurait pu aussi tenter un blocage pour faire passer absolument cet amendement. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y avait pas de PLF et il n'y avait pas la réflexion du Nord-Pas-de-Calais en amont du travail effectué par le Nord-Pas-de-Calais et je le regrette vivement. Je vous remercie. Bon, je ne suis pas le défenseur de l'honneur des ministres, mais peut-être pourrions-nous éviter ce genre de propos. Sur cet amendement, nous avons donc une demande de retrait du gouvernement. Pas d'autre explication. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Bon, personne du coup. Alors, qui vote contre? Mais comme vous n'aviez pas levé la main, donc je recommence. Qui vote pour? Voilà. C'est clair maintenant. Merci. Qui vote contre? Et donc l'amendement n'est pas adopté. Je vais pouvoir mettre aux voix l'article 13. Pas de demande d'explication de vote. Qui vote pour l'article 13? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article additionnel après l'article 13. L'amendement 188 de notre collègue Bourquin ne sera pas défendu. Article additionnel toujours à l'article 13. Le 5 de notre collègue Vial tombe également. Après l'article 13, le 24 rectifié bis. Monsieur Capu. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement pour les zones de revitalisation rurale. Il propose d'étendre aux hôpitaux implantés en zone de revitalisation rurale les dispositifs d'exonération d'imposition des bénéfices accordés aux médecins s'installant aux ZRR.
Il prévoit une exonération totale d'impôt sur le revenu pour les traitements et salaires versés par les établissements de santé implantés en ZRR aux médecins y exerçant leur activité pendant 5 années, puis une exonération dégressive sans plafonnement du bénéfice de l'avantage fiscal ainsi retiré. Vous l'avez compris, il s'agit d'aligner le traitement des médecins travaillant dans les hôpitaux à ceux des médecins s'installant en ZRR. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié bis? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne conteste pas la difficulté d'emploi des médecins dans les zones de revitalisation rurale et dans les zones rurales tout court et dans certaines zones même non rurales tout court. Donc ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Commission a apporté son soutien à un certain nombre de dispositifs d'exonération, notamment dans les ZRR. Mais votre amendement va extrêmement loin et d'ailleurs pourrait poser un vrai problème d'égalité devant l'impôt, puisqu'il exonérerait totalement d'impôt sur le revenu pendant 5 ans, puis ensuite de façon dégressive pendant 3 ans, les totalités des traitements et salaires versés notamment par les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, à leur personnel médical. Donc y compris ceux, semble-t-il, qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Là, très honnêtement, je m'interroge sur la constitutionnalité d'un tel dispositif au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Par ailleurs, le personnel qui est employé par un hôpital est plutôt de la fonction publique et territoriale. C'est pas encore une fois la négation de difficultés d'attraction de ces hôpitaux ruraux. Mais c'est la raison pour laquelle la Commission ne peut pas être malheureusement favorable à cet amendement. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, pour le gouvernement. Merci, Monsieur le Président. C'est le même avis. Nous considérons que les difficultés, les charges liées à l'installation des médecins libéraux ne sont pas comparables à la problématique du recrutement sous forme de salariés des médecins dans les hôpitaux locaux. Et donc, l'exonération au titre des ZRR ne nous paraît pas devoir être étendue à la deuxième catégorie. Alors, mon cher collègue, 2 avis défavorables. Vous maintenez Oui, il est maintenu. Donc, je vais le mettre aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 13. L'amendement 77 rectifié. Monsieur Guénet. Ah pardon, Monsieur Sido, excusez-moi, cher collègue. Voilà, cet amendement se contente de reprendre un amendement que le gouvernement avait déposé à l'Assemblée nationale et avait retiré. Il est destiné à définir un modèle fiscal applicable au projet CIGEO, c'est-à-dire le stockage des déchets nucléaires à haute et moyenne activité et vie longue. Effectivement, il faut inventer une fiscalité ou en trouver une parce qu'en l'absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité serait concentrée sur un nombre très limité de petites communes avec peu de population, et ce serait totalement disproportionné. Donc il faut inventer un autre système, et un autre système. Et puis, si on ne changeait rien, la fiscalité actuelle donnerait finalement plus de produits à la Haute-Marne qu'à la Meuse, ce qui serait quand même, cher collègue, un comble. Alors donc, il faut faire quelque chose. Une mission IGA-IGF a remis en mars 2017 un rapport sur le modèle fiscal CIGEO. Cette dernière estime que l'utilisation de la taxe de stockage constitue le meilleur levier, le meilleur véhicule. Et finalement, le produit de cette taxe spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs peut être réparti de manière flexible entre collectivités territoriales sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité ne soient affectées. Présenté par la mission en février 2017, tant en Meuse qu'en Haute-Marne, ce mode de péréquation n'a suscité d'opposition de la part des collectivités et des élus locaux, donc c'est tout à fait acceptable. Il est donc proposé très simplement, finalement, d'augmenter la taxe de stockage pour accroître le volume de redistribution et d'étendre le périmètre de redistribution des taxes de stockage aux départements et aux régions d'implantation. Et enfin, de diminuer de 90% de manière analogue à ce qui existe pour d'autres projets à caractère exceptionnel comme Kourou ou comme l'usine marémotrice de la Rance, afin de compenser la hausse de la taxe de stockage. Comme proposé par la mission IGA-IGF, cet article maintient donc à niveau constant le montant global de perception, donc il n'y a pas d'impôt en plus. Une fois les bases de ce dispositif fiscal ont été posées, naturellement il faudra une concertation, ce qui est prévu par la loi, et donc comme cette fiscalité sera mise en place dès 2019 sur la base de 2018, il faut aller vite. Alors je sais très bien que
Je sais très bien qu'on n'a pas encore discuté, que le gouvernement avait déposé ça et l'avait retiré parce que certains députés avaient dit on n'en a pas encore discuté, mais il faut aller vite. Et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je dépose cet amendement, c'est pour qu'on en discute. Chers collègues, monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Cet amendement avait été en effet déposé par le gouvernement et puis retiré. Le gouvernement nous expliquera sans doute dans un instant pourquoi. C'est vrai que l'amendement de Bruno Sido reprend un certain nombre de préconisations du rapport IGF. Donc je pense que le débat doit avoir lieu. Il nous a semblé que la concertation n'était pas aboutie, devait être continuée. Et si le gouvernement s'engage à mener dans des délais raisonnables cette concertation, et c'est la raison pour laquelle la Commission souhaite entendre l'avis du gouvernement, la suggestion serait peut-être qu'après les engagements du gouvernement, cet amendement soit retiré, parce qu'on n'est pas capable à ce stade de mesurer tous les effets sur l'ensemble des collectivités. Donc on augmente une ressource. Après, les questions de répartition sont un autre sujet dont on n'est pas capable de mesurer à cet instant les effets. Donc voilà, est-ce que le ministre peut nous confirmer que la concertation va être menée? Dans quel délai? Et à l'issue de cette concertation, il faudra en effet trancher. Donc l'amendement a le mérite, je considère un peu comme un amendement d'appel, a le mérite de faire naître le débat et nous permettra d'entendre le gouvernement sur les engagements qu'il souhaite prendre. Et ça serait ensuite la demande plutôt de retrait au vu des explications du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. La position du gouvernement est dans la présentation du sénateur Sido. C'est une disposition qui avait été proposée par le gouvernement dans le texte initial, que le gouvernement a retiré à l'Assemblée nationale, car la concertation n'a pas eu lieu. Elle va avoir lieu. Aujourd'hui, en l'état des discussions qui doivent commencer, il nous paraît prématuré d'adopter un amendement tel que celui que vous présentez, car ça serait l'adopter avant la concertation. Et ce d'autant plus, comme vous l'avez rappelé, que nous sommes sur des mesures qui s'appliqueront en 2019. J'ai entendu que votre amendement avait deux objectifs. D'abord, appeler l'attention du gouvernement et de la représentation nationale sur le sujet, et ensuite d'être un encouragement à la célérité dans les discussions et dans l'organisation de la concertation. Et c'est un objectif que nous partageons. Donc c'est aussi une demande de retrait avec l'engagement que la concertation aura lieu dès les premières semaines de l'année 2018 pour que le dispositif soit bien calé. Merci, Monsieur le Ministre. Notre collègue Sido souhaite reprendre la parole. Oui, pour dire que, effectivement, je vais le retirer, mais c'était un amendement d'appel, vous l'avez bien compris. Mais je voudrais dire à Monsieur le rapporteur général que, à vrai dire, les simulations sont faites. Hein, les simulations sont faites. L'IGF les a faites. Alors, cette concertation, je ne sais pas à quel niveau et comment elle sera faite. J'appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, normalement, il y a 2 comités de haut niveau par an sur ce sujet, hein, qui réunissent sous l'autorité du ministre tous les acteurs. À vrai dire, on n'en a pas un tous les 2 ans. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la concertation, il faut la lancer dans le cadre du comité de haut niveau et sur le terrain, bien entendu. Je vous remercie. Donc, il est retiré. Enfin, ceci étant dit, notre collègue Gérard Longuet avait demandé la parole, donc je vais quand même la lui donner malgré le retrait, puisqu'il l'avait demandé avant vous, chers collègues. Je vous avais donné la priorité, mais je ne voudrais pas le priver de parole. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis très sensible à cette marque d'attention. Je salue naturellement Monsieur le Ministre, mes collègues, et je remercie Bruno Sido d'avoir assez courageusement repris un amendement que le gouvernement avait présenté à l'Assemblée nationale sans le soumettre aux commissions compétentes, ce qui avait suscité des réactions assez passionnées des uns et des autres. Cet amendement n'est cependant pas complètement neutre, ce texte, et il posait 2 problèmes majeurs, et c'est le point sur lequel je souhaite intervenir, qui explique que la concertation doit être approfondie. Le premier problème majeur, c'est ce que nous pouvons appeler l'effet de falaise, c'est-à-dire le fait que les communes et collectivités de communes, communautés de communes de proximité, si la loi ne réfléchit pas dans son dispositif à un étalement qui serait soumis à l'appréciation des conseils départementaux concernés, qui portent, cher Bruno, ce projet sur leurs bras, à bout de bras, depuis maintenant près de 25 ans, si nous n'avons pas un avis obligatoire des départements, nous avons en permanence la crainte d'un effet de falaise renforcé qui a pour effet de diviser l'opinion sur ce projet. De la même façon, dans cet amendement, il y a l'apparition d'un partage avec le Conseil régional. En l'occurrence, nous appartenons désormais à la région Grand Est
pour lesquels nos deux départements représentent un poids très marginal dans les décisions collectives de cette région. Or, les régions, de par la loi NOTRe, ce qui est nouveau, la compétence économique, et elles pourraient revendiquer de prendre en charge les impacts, le développement économique de nos deux départements au titre de cet amendement. Et je pense que ce serait imprudent que de confier à une région qui s'étend de la région parisienne au Rhin le développement des vallées de la Marne, de l'Ornain, de la Sceau, qui sont, pour cette grande région Est, des préoccupations assez modestes. C'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment que le comité de haut niveau se tienne et remettre à l'ordre du jour l'excellent travail de l'IGA-IGF, mais qui, à cet instant, n'est pas abouti. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En réponse aux propos tenus à l'instant par le ministre Longuet et précédemment par le sénateur Sido, le comité de haut niveau doit se réunir effectivement et avec les questions que vous soulevez, Monsieur le ministre, vous démontrez que le besoin de concertation est réel. Donc c'est vraiment pour nous une raison, j'allais dire supplémentaire, en tout cas complémentaire, pour solliciter le retrait. Mais Monsieur Sido, vous nous avez indiqué que vous allez retirer et entendre la demande de réunion du comité de haut niveau. Merci, je ne vois plus. De toute façon, l'amendement est retiré. Je vais mettre aux voix l'article 13 bis. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 13 ter, je suis saisi de 6 amendements identiques et nous commençons par le 15 rectifié. Monsieur Capu. Oui, mes chers collègues, il existe un dispositif de crédit d'impôt pour les dépenses de production d'œuvres photographiques. Ce dispositif, il expire en 2019. Je vous propose de l'étendre, de le prolonger jusqu'en 2021. Pourquoi? Ce dispositif, il a été créé en 2006, il fonctionne, il a bénéficié à 110 entreprises en 2016 et il contribue incontestablement à la vitalité de l'industrie française de la musique. C'est une industrie qui est importante, elle pèse très faiblement ce dispositif sur les finances publiques, 8 millions d'euros seulement, et il assume en revanche un équilibre d'un écosystème riche, radiodiffusion, studio d'enregistrement, spectacle vivant, édition musicale. Je rajouterais qu'il participe incontestablement de la défense de l'exception culturelle française et nécessairement de la défense de la langue française. C'est la raison pour laquelle il me semble que ce dispositif doit être prolongé. Merci, cher collègue. Pour le 63 rectifié ter, Monsieur Lefebvre. Oui, c'est le même type d'amendement par rapport à la production phonographique, qui était d'ailleurs une prorogation qui était recommandée par le rapport de la Maison commune de la musique remis par Roch-Olivier Mestre à la ministre de la Culture il y a une semaine. Donc on est dans l'actualité. Merci. Merci. Le 64 n'est pas défendu, il tombe. Le 134... nos collègues socialistes, il est défendu. Et le 203 rectifié ne sera pas défendu, il tombe. Il en est de même pour le 227 qui tombe. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission sur ces amendements? Vous savez que dans la loi de programmation, nous avons décidé un principe qui est la limitation à 3 ans des dépenses fiscales. Certes, l'Assemblée, c'était 4 ans, donc par cohérence avec ce principe, on devrait être assez réservé sur cet amendement, d'autant que le texte de l'article 13 ter proroge déjà le crédit d'impôt phonographique, puisqu'il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018, ce qui fait en fait 2 années de prorogation. Donc là, votre amendement l'étend encore jusqu'en 2021, ce qui va au-delà du principe qui a été retenu par la Commission des finances de la prorogation pour 3 ans. Bon, néanmoins, compte tenu du nombre important et de la faiblesse des enjeux budgétaires, c'est un crédit d'impôt dont le montant est assez limité. Je me remets à la sagesse du Sénat. Monsieur le ministre, quel est votre avis pour le gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Dans le texte initial du PLFR, il avait été prévu une prorogation pour 3 ans. Les débats à l'Assemblée ont montré qu'il y avait un besoin d'évaluation. Et donc, sous réserve que l'évaluation soit faite au cours de l'année 2018, sur la série d'amendements identiques, l'avis du gouvernement est un avis de sagesse aussi. J'en conclus que vous levez le gage. Et le gage est levé. Des explications de vote sur ces amendements, je n'en vois pas. 2 avis de sagesse. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Article 13 ter.
Donc je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 13 ter, article additionnel, l'amendement 240 de la Commission des finances. Alors, c'est un amendement sur le mécénat d'entreprise. Donc, il y a des dispositions sur le mécénat. D'ailleurs, le gouvernement, très étonnamment, a donné un avis favorable sur une forme de mécénat assez particulier, que le mécénat dans les fondations d'entreprise rendant éligibles les dons des mandataires sociaux. Donc, voilà, il y a une acception très large du mécénat. Là, c'est un amendement sur le mécénat des petites entreprises, des plus petites entreprises, des PME, puisque vous savez que le mécénat d'entreprise et les entreprises sont éligibles au mécénat avec une possibilité de déduire leurs dons à hauteur de 60%, mais dans une limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Alors 5 pour 1000 pour une grande entreprise, ça ne pose pas de difficulté, ça permet de générer des flux importants de mécénat. Pour une PME, évidemment, 5 pour 1000, vous voyez que ça rend les dons extrêmement faibles. Ça rend les dons extrêmement faibles. Une entreprise, par exemple, qui ferait 1 million d'euros de chiffre d'affaires ne pourrait bénéficier que de 5 000 euros de dons. Le coût pour l'État serait évidemment très limité, 60% de 5 000, 3 000 euros de coût pour l'État. Donc, il y a un volant important de mécénat et toutes les études montrent que le mécénat entreprise est très concentré sur les grandes entreprises. Donc, les grands noms ont d'ailleurs plutôt créé des fondations d'entreprises qui concentrent du mécénat avec d'ailleurs un coût important pour les finances publiques. Cet amendement aurait un coût faible et ensuite, sans doute beaucoup plus faible, Monsieur le Ministre, que l'amendement auquel était favorable le gouvernement sur la possibilité de déduire les dons aux fondations d'entreprises pour les mandataires sociaux. Donc là, où le mélange d'intérêts privés et publics pouvait apparaître plus difficilement justifiable. Donc je pense que, par logique, vous devriez être favorable à cet amendement, je l'espère du moins. Donc. Bien, nous allons le savoir après que M. le ministre se soit exprimé. Merci, Monsieur le Président. La position du gouvernement sur cet amendement est constante, elle est défavorable. Nous estimons que si les dispositions proposées par le rapporteur général étaient appliquées de manière intégrale et à leur maximum, la dépense fiscale pourrait être de l'ordre de 900 millions à 1 milliard d'euros. Donc le mécénat étant déjà très largement encouragé, l'avis est défavorable. Monsieur le rapporteur général semble ne pas être d'accord sur votre estimation. Je conteste formellement le chiffrage, parce que 900 millions d'euros, c'est le coût actuel de la dépense fiscale. Dans le bleu, il faudrait qu'on ait les 938 bis du Code général des impôts. Quand on regarde voies et moyens, le bleu budgétaire, le nombre de bénéficiaires est indiqué, 56 000 bénéficiaires. Coût total, celui que vous indiquez à peu près, 990 millions d'euros sur le coût total de l'article 938 bis du Code général des impôts. Là, vous regardez, là, vous pouvez regarder, vu le montant et la limitation de chiffre d'affaires, ce sera des très petits montants, par définition, puisque on passerait à 10 pour 1000. Regardez, c'est limité, vu le chiffre d'affaires. Je reprends l'amendement à l'instant. Vu le chiffre d'affaires, un bref calcul montre qu'on est sur dehors de quelques millions d'euros, pas quelques dizaines de millions. Là, vous avez pris le coût total de la dépense fiscale. Je préfère le mot dépense fiscale. Le coût total de la dépense fiscale de l'article 238 bis du Code général des impôts. Et dès lors que c'est limité aux seules PME qui réalisent moins de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a pris le seuil de l'IS à taux réduit. 7 millions de chiffre d'affaires, vous regardez 10 impôts, ça veut dire un don de 7 000 euros. C'est ça, c'est 7 000 euros. Donc vous dites, 7 000 euros, même si vous multipliez par le nombre de PME, je peux vous faire rapidement le calcul, c'est quelques millions d'euros et c'est très, 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 très limité. Donc je pense que j'invite à une révision du chiffrage. Là, voilà, on ne va pas reprendre le coup de la niche. Oui, que les grandes entreprises, dont les grands noms, qui ont d'ailleurs souvent des fondations culturelles, on ne va pas les citer, on ne va pas faire de publicité, mais vous avez utilisent largement la dépense fiscale de l'article 238 bis. Tant mieux, d'ailleurs, ça soutient la culture, le sport, les initiatives. Mais je crois que le mécénat d'entreprise n'est pas quelque chose qui est contesté. Là, on est sur un dispositif qui est très limité et auto-limité par le fait que c'est réservé aux plus petites entreprises, celles qui réalisent moins de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand vous avez 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, même si vous avez 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 5 pour 1000, vous voyez que c'est très, 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 très limité. Donc le coût de la dépense serait très contenu. Monsieur le ministre.
Juste un mot, Monsieur le Président, pour faire amende honorable. C'est effectivement une confusion dans notre argumentaire. Et donc, je souscris à la rectification du rapporteur. Malheureusement, ça ne change pas l'avis du gouvernement sur le caractère défavorable. Ce rapporteur général aura essayé. L'amendement est maintenu. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Oui, il est maintenu. Alors je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà donc pour ces débats autour de la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Les sénateurs ont remplacé le mécanisme prévu pour 2019 par un prélèvement réalisé par le fisc juste après le versement du salaire. L'objectif de cette réforme du prélèvement à la source est d'ajuster automatiquement le niveau d'imposition aux variations de revenus. La majorité sénatoriale a jugé cette réforme trop lourde pour les entreprises. Elle l'a donc retoquée, mais la mesure, bien sûr, devait être rétablie par l'Assemblée nationale. Voilà, et avant de rendre l'antenne, je tenais au nom de toute la rédaction de Public Sénat et au nom de toutes les équipes techniques à rendre hommage à Dominique Bescon. Dominique, une de nos scribes, disparue brutalement mercredi dernier. Elle nous accompagnait au quotidien depuis des années par sa gaieté, par son professionnalisme. Nous pensons bien sûr très fort à sa famille et à son entourage en ces moments particulièrement difficile. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.